On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Aujourd'hui, à l'émission, le père Édouard Chatov nous partage ses réflexions à la sortie du film Aline. Brigitte Bédard nous fait découvrir l'auteur André Pronovo et son dernier livre Vision de Sharon. Et Simon Lessard se demande et se pose la même question que Ponce Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de l'imperturbable James Langlois. Bonjour James. Hier, tu me disais que finalement tu as trouvé un adjectif là, parce que tu savais plus quand même qualifier. J'ai passé la semaine à penser à ça, je dormais plus la nuit. Je me suis dit, c'est quoi James, en un mot? Bon, je suis content que tu aies C'est l'imperturbabilité incarnée, James. Ouais, en tout cas, il y a peut-être des choses qui vont me perturber aujourd'hui, ça dépend. Là. Je sais que Brigitte, tout ça, elle parle de choses pas mal intenses. Non, mais il faudrait poser cette question Brigitte à sa femme. Pas sûr qu'elle dirait ça. Ça, t'as tout à fait raison. Je savais. Ouais. T'es hot. Ah, mais oui, mais tout se passe là. Brigitte Bédard, bienvenue à l'émission. Merci. Ça faisait longtemps, hein? Mais on est content que tu sois là. On est content aussi que les autres soient là. Oh, j'étais oui, cloîtrée dans ma maison. Mais la rareté fait le prix, hein? C'est un principe d'économie assez basique. Là, et, ta présence est rare, donc précieuse en soi. Bienvenue à l'émission. Tu vas nous parler d'un livre qui t'est tombé dessus. Paf. Ah, vraiment, ça m'a tombé dessus. Je voulais juste lire une page, juste pour voir. Ben oui. Et j'en ai lu 30. Ah, tiens. J'étais plus capable d'arrêter. Fait que tu vas nous parler des 30 pages que tu as lues. Non, je l'ai fini, là, okay, depuis ce temps-là. C'est cette journée-là. Ouais. J'avais pas le temps, mais j'ai pas pu arrêter. Très hâte de t'entendre. En fin d'émission, on aura aussi Simon Lessard qui va... Salut Antoine. Simon, tu vas revenir sur ta dernière chronique dans le magazine. Moi, en fait, je ne vais pas tout à fait me poser la question de Pilate, comme non? tu as dit, raison, qu'est-ce que la vérité, mais plus qu'est-ce que le mensonge, en fait. Ouais. Ah, puis tantôt, tu disais, la rareté fait le prix, c'est vrai, mais les denrées quotidiennes sont pas mal les plus essentielles. Et j'en profite pour saluer le père Chatov, un chroniqueur régulier à l'émission. Salut Édouard. Bonjour. Édouard, tu vas nous parler du dernier film, Aline/Céline, on ne sait plus trop. Hein? Oui, Cool. Donc, sans plus tarder, allons-y. Hein? Ouais, alors, tout de suite après la petite pause que voici. Avant Noël, il n'y avait qu'un seul prénom sur les lèvres de tous les chroniqueurs culturels de la planète francophone, on pourrait dire, et ce prénom-là, c'était Aline, ou plutôt Céline, on ne sait plus trop. Question d'aller un peu plus en profondeur. Notre collaborateur Édouard Chatov, qui est Augustin de l'Assomption, il faut le rappeler, a aussi vu le film Aline, librement inspiré de la vie de la plus célèbre des divas québécoises. Et il nous livre généreusement les réflexions suscitées par ce visionnement. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors d'entrée de jeu, Édouard, clarifions les choses. Le film Aline, ça raconte la vie de Céline Dion ou pas? Oui et non. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que, il faut dire clairement, Aline, la voix de l'amour, parce que c'est ça le titre complet un peu du film, parce qu'en français, on a retenu juste Aline, mais il y a ce petit sous-titre, et en anglais, ils sont sous aussi le sous-titre The Voice of Love. Et ça donne quelque chose à comprendre vis-à-vis de toute cette production. Deuxièmement, comme la productrice, la scénariste Valérie Lemercier l'a dit elle-même, c'est une histoire d'amour inspirée de la vie de Céline Dion, mais il serait complètement déraisonnable, voire malheureux, chercher les correspondances jour par jour, l'heure par l'heure, et faire la biographie de Céline Dion. Il y a des choses qui sont, comme elle dit elle-même, très vraies. Il y a d'autres qui ne sont pas vraies du tout. Il y a d'autres qui sont une partie de vérité et une partie de l'imaginaire. Mais c'est un film qui est très touchant, inspirant et qui raconte une histoire donc, d'une femme
qui est né dans une famille qui a des racines, qui a ses origines, qui est aussi un rêve dans la vie, un projet. Elle a aussi un grand amour et il faut combiner tout cela. Allons au fond, justement. Le point de départ de cette histoire-là, c'est le point de départ de la vie de Céline Aline. Quelles sont ses racines? En fait, voilà, le point de départ de cette histoire, c'est qu'on nous montre dans les années 30 une famille quelque part perdue au Québec. Et cette famille n'est pas, disons, la plus convenable parce qu'on voit bien que le père a quelques problèmes. On n'est pas dans l'idéal. On n'est pas ni dans la haute société, ni dans l'idyllie familiale. Le père a quelques problèmes. La mère aussi doit composer avec, disons, les enfants. Et malgré tout, il y a la recherche de liens, de famille. Et donc, on montre un peu comment Aline est née. Et elle est née comme un enfant inattendu, presque complètement comme une chance, parce que la mère, on la disait déjà, qu'à cause de son âge, à cause de l'histoire familiale, tous les enfants précédents, ils sont nombreux, toute la famille est au nombre de 13 enfants. C'est ce qui veut bien dire que, voilà, ça forme tout. Et on montre aussi que c'est une famille qui chante, qui aime la musique et qui donne aussi de l'amour. Il y a un lien très particulier entre la mère de Aline, donc Sylvette dans le film, et Aline. Pour la mère, c'est sa fille adorée, son cadeau de Dieu. Et c'est pas par hasard que, je pense, Valérie Lemercier a retenu comme le nom de famille d'Aline, c'est Aline Dieu. Et pas seulement comme une allitération ou un jeu de mots sur le Dion, mais vraiment une référence directe à ça. Et c'est un cadeau du ciel qui est tombé dans cette famille. Et il y a la voix aussi qui est tombée en même temps. Mais là, Édouard, je me demande, René, dans tout ça, comment il s'appelle? Anné? Guy-Claude Camard. Ah, OK. Oui, donc le mari... C'est très français, hein? Le mari, c'est Guy-Claude Camard et c'est lui aussi, il est le producteur de Aline. Et en même temps, la relation est montrée comme quelque chose de très pudique, quelque chose de très réfléchi, quelque chose de très respectueux. James? Donc, si je comprends bien, il y a quand même une place qui est vouée à la foi dans le film. Il y a une place qui est vouée à la foi, mais il faut le lire un peu, je pense, autrement. Une place, comment on construit notre vie à partir de nos racines. C'est vrai aussi que l'image de la foi, disons, de l'institution est montrée de temps en temps d'une manière un peu surprenante. Par exemple, il y a quand le Guy-Claude Camard va mourir et Aline va aller à l'enterrement, qu'est-ce qu'elle fait dans le confessionnal? Il y a une scène où elle est agenouillée derrière et on voit ses pieds et le rideau donc, de confessionnal qui tombe, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle essuie ses larmes. Parce qu'elle doit sortir vis-à-vis des gens et le seul endroit où elle puisse essuyer ses larmes sans être vue, sans être photographiée, donc c'est se cacher dans le confessionnal. Comme un safe space, le confessionnal, oui. Mais le confessionnal, c'est le safe space. Comment tu dis ça? Safe space. Ah oui, par excellence. Un endroit, une zone sécuritaire. Je dois quand même aussi dire que c'est un film qui fait hommage, si on doit dire, qui a beaucoup d'amour pour Céline Dion, mais toutefois, c'est l'histoire un peu imaginaire. Et je dois dire, moi, je suis allé aussi par l'intérêt personnel, parce que dans les années 80, Céline Dion est venue au Montmartre à Québec. Et elle a chanté au Montmartre. Donc, ce que m'a poussé à dire comment cette fille est représentée, donc même si c'est romancé dans le cinéma. Mais je suis curieux de savoir, bon, là, on fait un pas de côté, là, on reviendra au film à proprement parler, mais
ton accent le trahit. Édouard, t'étais pas au Montmartre dans les années 80. Mais t'étais un jeune adolescent, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Est-ce que Céline faisait partie du paysage Non, Céline musical? rentre dans le paysage dans les années 90 en Russie. Elle rentre dans les années 90, pas avant. Hein. Donc au début, je ne connaissais rien de Céline Dion. Hein. Mais tu l'as connue avant d'arriver ici. Ah, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas un mythe, là. C'est pas un mythe. C'est une vraie star internationale. C'est une vraie star internationale. Et là, j'imagine, ça contribue aussi à l'intérêt d'aller voir ce film-là, un peu comparer tout ça, nos souvenirs, où on connaît tous des chansons qui ont joué à la radio. Et justement, les chansons, la voix, c'est un personnage en soi, j'imagine, dans ce film-là, la voix. Et dans ce film, il y a aussi quelque chose de très surprenant au point de vue, comment on peut être surpris. Si vous regardez le film, vous allez voir l'impression, et tout le monde discute cela, que évidemment Valérie Lemercier devrait négocier avec la compagnie de production de Céline Dion quand même pour faire tous ces chants, hein, parce que vous entendez Céline Dion dans le film. OK. Sauf que c'est pas Céline Dion. C'est une chanteuse française, Victoria Sio, qui chante tous les chants. Donc, il n'y a aucune bande sonore qui vient de Céline Dion elle-même, mais vous avez l'impression que c'est elle. Ah. Dans le sens que c'est montrer comment on peut être même inspiré par quelqu'un. Mais donc, l'actrice fait du lip-sync? Non, c'est aussi tout le contraire. C'est la chanteuse qui faisait le lip-sync de l'actrice. D'abord, c'est Valérie Lemercier qui faisait les chants ou les paroles. Et après, la chanteuse, pendant des heures, entrait dans le rythme de Valérie Lemercier. C'est un exercice assez unique parce qu'elle ne voulait pas se mettre au rythme donc, de la chanteuse. Mm-hmm. C'est plutôt la chanteuse qui se mettait au rythme du personnage qui est joué dans le film. C'est brillant. Wow. Ouais, donc c'est ça permet une meilleure synchronisation. Oui. Sauf que c'est un travail apparemment super compliqué parce que chanter, c'est quand même plus difficile que parler, donc il fallait chanter au rythme de Valérie Lemercier. Qu'est-ce que ça représente chanter? Pour Aline, on le comprend, mais dans le film, est-ce que c'est... quelle place ça prend? C'est tout le rêve d'Aline. C'est son projet, comme tu disais. C'est tout le rêve, c'est son projet, c'est son désir, c'est son rêve. En fait, c'est sa vie. Il s'est bien rendu dans le film parce que l'être humain, comme on dit dans l'écriture, c'est un être parlant. Avoir le souffle de la vie, c'est être parlant, mais c'est aussi d'être chantant. Hein. On dit bien que les cieux chantent la gloire de Dieu, les chœurs des anges chantent Dieu, les humains doivent chanter Dieu. On risque de chanter pour l'éternité, aussi bien se pratiquer un peu ici. Ce qui est très intéressant, c'est le chant, c'est de reconnaître ce divin dans l'ordinaire, parce que c'est très intéressant. Le film s'ouvre par le chant, l'ordinaire d'un chanteur québécois, et à la fin, il y a le même chant qui est retravaillé spécialement donc pour Aline, et qu'elle le chante après toute sa carrière vertigineuse, toutes ses souffrances. Donc, le superstar, celle qui Dieu, entre guillemets, elle est devenue quand même toute puissante. Et le dernier chant du film, c'est Ordinaire, où vraiment on s'est dit que chanter, c'est sa vie. Et c'est la seule chose qui anime aussi tous les autres éléments de sa carrière. Qu'est-ce que tu veux dire, ordinaire? La chanson Ordinaire? Ça s'appelle Ordinaire. Oui, la chanson Ordinaire de Robert Charlevoix. C'est vrai? Oui, c'est par cette chanson qu'on commence le film. Okay. Donc, Aline l'écoute et à la fin du film, cette chanson est retravaillée spécialement pour le film avec d'autres un peu paroles. C'est intéressant. Merci Brigitte, parce que moi aussi, j'avais pas compris. Non, moi, je trouve que la grande question là, derrière ce film-là, c'est Céline, finalement, c'est-tu in ou c'est out? Parce que moi, je trouve que c'est la chanteuse de ma mère. Mais là, dernièrement, quelqu'un m'a dit qu'elle revient à mode chez les jeunes adolescents.
Fait que je sais pas, là, vous, Tu sais que ça- Céline, elle a mon Adolescente, âge. j'espère. ben, je sais pas, là, aujourd'hui, tout est mélangé. Ouais. Écrivez-nous à onpdm@le-verbe.com pour répondre à la question existentielle de Simon. Puis on fera une compilation des résultats. On vous Mais tiendra au courant. Moi, Céline, elle a mon âge. Elle a 52 Ah, mais ans. toi, Moi, t'es j'ai grandi Brigitte. avec elle. Je ne suis pas une fan de Céline Dion, mais pas du tout. Mais il y a quelques chansons que j'aime beaucoup d'elle. Alors, puis j'ai le goût d'aller voir ce film-là. Puis là, en plus, raconté par Édouard, t'as encore plus le goût d'y aller. Oui, mais ce film, il ne faut pas le voir comme la biographie C'est ça. de Céline. Ouais. C'est Mais quand même. inspiré par une certaine vie, mais qui raconte à quoi nous aspirons dans notre vie. À Quelle est notre voie? Mais Antoine, c'est vrai, mais faut-il encore se demander, aimer, c'est quoi? Ah, Comment on apprend à l'aimer? Parce que dans le film, il y a quand même les séquences très dures. Quand elle travaille, elle aime son mari, il aime ce qu'il fait, mais il nous sort pendant 5 ans dans la ville de Las Vegas. Elle ne fait que sa maison, la salle de concert, sa maison. Et Valérie Lemercier va le sortir dans le film, mais c'est imaginaire. Donc, jusqu'à quel point nous sommes appliqués aussi dans les désirs qui nous habitent. C'est vraiment, ça fait réfléchir sur... quel est le moteur de notre vie? Comme j'ai parlé un jour ici, que pour Marie de l'Incarnation, le Saint-Esprit, c'est le moteur élégant. Quel est l'esprit? Quel est le moteur élégant ou un peu bruyant qui nous habite tous les jours? Voilà. Et quelle est la musique qui sort? Père Édouard Chatov, c'était passionnant. Merci, comme d'habitude, hein, évidemment. Oh, merci. Le cinéphile que tu es, c'est communiquer la passion pour le cinéma. Père Édouard, tu es Augustin de l'Assomption et responsable du Centre Le Montmartre à Québec, où Céline a vraisemblablement chanté dans les années 80. Non, pas vraisemblablement. Nous Assurément. avons l'enregistrement. Ah non! On le voit pas dans le film Le Montmartre. Non. Et c'est pour cela que j'étais déçu. On l'a pas dû chanter avec le pape, par contre. Elle a chanté au Montmartre avant le chanter. Oui, mais dans le film, est-ce qu'on la voit non, chanter avec non, Jean-Paul non, II? non. Bon. Et ça vaut la peine quand même d'aller voir le film, tu penses? Oui, tout à fait. Ben merci, Édouard. Tu nous parlais du film Aline qui s'inspire librement de la vie de la chanteuse Céline Dion. À très bientôt et une bonne année, on peut en profiter. Bonne année, oui. Salut. Je fixe le mur et vois ton visage. Je parle et murmure, comprends-tu mon langage? M'as-tu épié? M'as-tu vu avancer droit dans le mur? Oh oui, j'en ai bavé. La ville s'endort. Et comment te le dire encore? La ville s'endort. Je veux te voir apparaître encore ce soir. Ça fait longtemps. Est-ce que c'est froid, c'est doux? Que manges-tu en hiver? La traversée.
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Jazzeur de la chanteuse Marie Claudel. Avoir su, j'aurais mis quelque chose du film Aline ou Céline Dion. Ben ouais, Ben à voir oui, si- je m'attendais à entendre Ordinaire. là. Mais nous, on aime les choses in, fait qu'on met Chaque Antoine, t'as vraiment une voix radiophonique. Est-ce que- Ah, je te remercie. C'est comme, T'es wow. fine, t'es fine. Ouais. Tu caresses mon ego. Là. Faut pas trop, s'il te plaît. Chaque saison paraissent des centaines de livres au Québec de qualité inégale, évidemment, mais il y en a un l'automne passé qui est tombé dans l'œil et dans les mains de la chroniqueuse Brigitte Bédard. Salut Brigitte. Salut. Toi aussi, tu as une voix radiophonique, Brigitte. C'est vrai? Un rire, J'ai toujours été- radiophonique. Quand j'étais jeune, Si vous voulez, on j'étais peut vous laisser, complexée. Non, précisément, on ne le saura pas. Bon, le prêtre. Non, il restait là. non, quand j'étais jeune, j'étais complexée de ma voix parce qu'elle voyons était donc. grave. Puis les enfants, ils riaient de ma voix. Ça vieillit bien, une voix grave. Voilà. Hein? Mais là, c'est pas ça le sujet de la chronique Non, aujourd'hui. c'est pas moi. Non. Le sujet de C'est qui? André Pronovo. Ah oui? Oui. Alors, un jour, il y a à peu près 2 mois, OK. je reçois un courriel. Je reçois à peu près 60 courriels par jour, OK? Et là, c'est un gars qui s'appelle André Pronovo, que je connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, qui me dit qu'il est auteur et qu'il a écrit un livre qui s'appelle Vision de Sharon et que, fort probablement, qu'il est le seul auteur publié chez le MEAC, qui est quand même une maison d'édition. Une vraie maison d'édition. C'est Ah ça, ouais, c'est pas catho, là, tu sais. Non, non. Puis qui est catholique ouvertement. Ah, Puis qui cherche des conseils. Alors, c'est pour ça qu'il vient me voir. C'est pour ça qu'il m'écrit, pour me demander des conseils sur comment il pourrait faire connaître son récit. Il a écrit à Novalis, il a écrit à Mario Barre, il a écrit Il nous a écrit à aussi. Violaine Paradis. Il vous a écrit, il me l'a dit. C'est tout écrit dans son courriel. Et il dit, à un moment donné, j'ai son courriel ici, il dit, c'est un livre religieux, voire catholique, très à contre-courant, qui renvoie, pour citer un lecteur, à Matthieu 25, 31. c'est quoi Matthieu 25, 31, Je sais Brigitte? pas. Je connais pas ça par cœur. Ben là, on a un prêtre, On va là. mettre quelqu'un Ah, je ne là-dessus. connais pas les versets Ah, ben, par c'est ça. cœur. Ben, Ben là, ça doit être la parabole. Paul de la fin les du bo- les temps, brebis et les Brebis, là, on va nous évidemment. sortir ça. Marc-Antoine va nous sortir Alors, Matthieu 25, Il 31. continue dans son courriel, il dit « Un livre qui, selon moi, a tout ce qu'il faut pour remonter le moral des catholiques québécois. Je cherche un truc, des trucs, pour le faire connaître aux catholiques québécois. Ouais, mais Là- Brigitte, là, c'est bien connu en 2022, là, parce qu'on est en 2022 à cette heure. Il y a plus personne lit, tout le monde écrit. Là. Il y a plus d'auteurs que de lecteurs. Matthieu 25, là, c'est le jugement dernier. là. Oui. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. » Ça ne m'étonne tellement pas que ce soit ça, parce que... Fait que c'est ça qu'il y a dans Mais le là, livre. de quoi ça Attends. parle, ce livre-là? là? Dis-là! Brigitte, Ça, c'est avec les toi, là, il y a préliminaires. tellement de Tu me fais préliminaires. languir. Les préliminaires, il faut que Ça- ce soit là. C'est important, les préliminaires. Mais oui, mais ça va être une autre chronique, si vous voulez, messieurs. Ça va être Alors- coupé, ça. Là, l'idée, c'est que je lui réponds, puis je dis, écoutez, monsieur, moi, dans ma tête, là je reçois ce courrier-là, puis je dis, OK, il y a je ne sais pas combien de personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont écrit des livres, Ben puis ouais. qui auraient besoin de moi pour faire connaître leurs livres. Ben OK, ouais. on s'entend-tu, là? Faudrait que tu charges. Fait que là, je m'en vais sur les internets, Ah, ah. et là, je tape André Pronovo, C'est un joueur de hockey du Canadien de C'est un Montréal. joueur de hockey, mais c'était pas lui. Non? Il y en a même un qui est un psychologue, OK. mais c'est pas lui non plus. Et il est un vrai écrivain qui a publié des livres. Genre, je te nomme un titre qui s'appelle Kerouac et Elvis. Ah, c'est intéressant. Ben oui! Kerouac et Presley, je pense. C'est ça. le Oui, titre. c'est ça, Kerouac et Presley, pardon. Il a fait Je ses le dis recherches. comme ça de mémoire. Merci. Ouais, ça me fait plaisir. T'es un vrai animateur. Oui, je sais. C'est ça. Fait que là, je réponds, puis je dis, bon, ben écoutez, envoyez-moi votre livre, là, puis je sais pas quel Puis- conseil je pourrais vous donner. Il Vous va êtes- traîner dans ma bibliothèque. C'est ça, en me disant, j'aurais jamais le temps de Ben lire oui. ça. Comme tous les autres livres que je reçois, tu sais. Fait que là, je le reçois comme un mois plus tard, COVID oblige. tu sais. Et là, je cherchais une chronique pour le Verbe, Ben ouais. pour ma venue ici. Fait que là, je dis, là, je vois l'enveloppe sur le coin de la table. Je dis, bon, OK, je le déballe. Bon. Fait que toi, dans le fond, tu nous sers tes espèces de restants. C'est là. ça. Les affaires que je trouve
sais, Voyons, weird. voyons voir. Fait que là, j'ouvre l'enveloppe, là, je dis, je vais lire la première page. Parce que pour moi, qui écrit, puis qui a fait des études littéraires, parce qu'il me dit ça, il dit, je vous l'envoie parce que je sais que vous avez une maîtrise en études littéraires. J'ai lu votre livre, je connais votre passé. OK, d'accord. Shoot a bit. Je dis, il est intense, lui, tu sais, quasiment autant que moi. Fait que là, j'ai dit, je vais lire la première page. Si c'est bon, je vais continuer. Sinon, j'arrête ça là, puis j'en parle pas, puis je vais faire comme si... Alors, je rappelle, c'est Vision au pluriel, Vision de Sharon, chez Leméac. Chez Leméac. Ouais, quand tu m'as écrit, Je vous André, lis. j'ai un peu les mêmes réflexes que c'est Brigitte, ça. c'est-à-dire Ben qu'est-ce oui. que... Fait que là, je vais vous lire juste le premier Ça paragraphe, OK? C'est l'histoire de Sharon, OK, Vision de Sharon, Sharon Pryor. Sharon Pryor. Sharon Kim Pryor. C'est en parcourant le Journal de Montréal, le 11 avril 2012, que j'ai appris qui elle était. L'article portait sur la mise sur pied d'un poste de commandement dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, question de relancer l'enquête sur l'homicide de la jeune femme. Enlevée à Pointe-Saint-Charles, non loin de l'intersection de la rue Favard et de l'avenue H, estiment les policiers, le samedi soir 29 mars 1975. Retrouvée 3 jours plus tard, gisant sur le dos, dans un rucher en bordure du boulevard Guimont à Longueuil, dans ce qui était à ce moment-là des champs perdus et des boisés. Je vais arrêter là parce que ça a l'air que je n'ai pas le droit de continuer. Et T'as atteint ton quota. j'ai continué à lire et j'ai lu 30 pages. Ben ouais. Mais j'avais pas le temps de lire ce jour-là. J'avais des bagages à faire. C'était l'enfer cette D'une journée-là. J'ai lu 30 pages, j'étais scotchée au récit. Fait que c'est bien écrit. C'est écrit comme un poème. C'est comme, on dirait qu'il calcule tous ces points virgules. Puis en effet, il y a plusieurs réflexions dans le livre où justement André, parce que là je l'appelle André, Ben ouais. ça me rendu mon chum. Chamé. Là, j'y envoie des courriels. Je dis, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous faites ça? En tout cas. Fait que, il se promène entre culture populaire, genre Golden Lightfoot. À un moment donné, il parle de Golden Lightfoot. C'est Puis quoi là, ça? c'est un chanteur américain western, mais c'est parce que c'est de mon temps. Tu sais, c'est pour ça que tu connais pas, peut-être. C'est correct. Alors, Gordon Lightfoot, qui est un chanteur canadien né en Ontario, qui a fait carrière aux États-Unis et au Canada, qui a écrit des chansons extraordinaires. Mais il se promène entre Elvis Presley et ça, et culture populaire, et à un moment donné, des choses qu'il vit personnellement de son enfance, et cette Sharon qui revient toujours, et il se met à enquêter. La première fois qu'il l'a vu, comme il raconte, ça m'est tombé par le Journal de Montréal d'un voisin qui donne tout le temps son Journal de Montréal annoté de points d'interrogation, de points d'exclamation, puis qu'à chaque fois, ça le fait pisser de rire, tu sais, toutes les... Puis, il se met à enquêter sur le meurtre de cette jeune fille-là qui avait 16 ans. Qui date des années 70, mais que là, commence à... l'enquête rouvre C'est sur la ça. question. Puis à la fin du plusieurs années plus récit, tard. on va voir que Stéphane Barthomé, qui est un journaliste ici d'enquête sur les crimes spécialisés et le terrorisme, a repris parce que cette année, en 2021, il y a eu quelque chose qui est ressorti et on a du nouveau. Il y a quelqu'un de Ville-la-Salle qui a appelé pour dire « Je connais les gars qui ont fait ça ». Et cette femme-là a été battue à mort, violée à maintes reprises. On a retrouvé, elle est morte d'une embolie pulmonaire, étouffée dans son sang. C'est comme, tu deviens comme lui, amoureux de Sharon. Mais le plus beau, le plus exaltant dans tout ça, c'est que c'est arrivé un samedi saint. Et Sharon, puis ça, il le raconte plus tard, mais d'une façon tellement poétique, elle avait peint des œufs de Pâques, des cocos de Pâques, et elle avait fini, elle faisait sécher ça, et elle allait rejoindre ses amis à la pizzeria du coin, dans Pointe-Saint-Charles, où elle allait à chaque semaine. Et puis, juste avant de se faire enlever par ses assaillants, on a su par après, puis c'est ça, on sait tout comme par après. Il raconte l'histoire de Pointe-Saint-Charles, comment que c'est devenu un nick à criminels, là, parce que la Red Pat, l'usine de sucre a fermé.
Et puis là, toute la pauvreté a tombé sur ce quartier-là, qui est devenu un quartier pauvre de Montréal, où les revendeurs de drogue pullulaient. Et là, Sharon aurait pu se rendre à cette pizzeria-là, mais non. Là, en même temps, il y a une mère de famille à un coin de rue qui rase de se faire enlever par les mêmes gars. Mais que finalement, a réussi à se déprendre et ils se font garrocher des roches par des gens du quartier. Ils s'enfuient avec leur camionnette et un coin de rue plus tard, ils pognent Sharon. Et c'est quand ils te racontent ça. Tout ça un samedi saint. Ouais, c'est tout ça un samedi saint, puis ils l'ont retrouvé dans la nuit du lundi au mardi saint. C'est 3 jours plus tard. Puis pour lui, Sharon a vécu le Golgotha. Pour lui, ce dépotoir où on l'a trouvé, c'est le Golgotha. Pour lui, Pointe-Saint-Charles, c'est Bethléem. Sa route de Bethléem jusqu'au Golgotha, c'est Jérusalem. Longueuil, c'est Jérusalem. Alors, tout le long de ce récit, on se promène entre son histoire personnelle d'enfance, on se promène entre l'enquête qui continue, comment maintenant sa pierre tombale est au cimetière de Montréal. C'est quoi son nom déjà? Côte des Neiges. Oui, merci. Et c'est comme, tu te promènes de drame en horreur, puis en même temps, le cœur te débat. Tu lis ça, là, le cœur me débat, comme quand j'ai écouté le film Shutter Island de Scorsese, un vieux film de 2010 avec DiCaprio. Ouais. Tu lis ça, le cœur te débat, puis là, tout d'un coup, tu tombes dans... Il parle de son enfance, comment c'était beau à Saint-Vincent-de-Paul, dans le vieux Saint-Vincent-de-Paul, comment que la vue est belle, la vue de la butte de Saint-Vincent-de-Paul. À Laval. À Laval, alors qu'il a grandi à l'ombre du pénitencier, mais que si tu tournes le dos au pénitencier puis tu regardes, tu vois Montréal-Nord, mais c'est de toute beauté. C'est comme... Wow! C'est la transfiguration, ça. Ah, c'est un auteur exceptionnel que personne connaît. Mais là, si c'est comme une passion, dans le fond, cette histoire-là, Vraiment. sans me Il vendre tombe le en punch oui. du livre, est-ce que Non. ça finit sur une résurrection? Oui. Oui. Ça finit sur quelque chose de vraiment beau, mais je te dirais qu'on va de multiples passions en résurrection tout le long du récit. Tout le long du récit, ce n'est que ça. Tu finis sur Keith Richards qui parle comment les médias le bouffent puis qui veut rien savoir puis qui veut pas de cellulaire. Ah là, on sait c'est qui, là, par contre. Keith Richards, Ouais, c'est ça. on est jeune, Puis mais là, pas tant. Ouais. Il finit ce petit 2 pages-là, puis là, il commence avec « Quand j'étais jeune, mon père venait nous chercher le soir à 4 heures avec sa vieille auto, et blablabla. Puis il t'amène ailleurs, complètement. Alors, c'est... Une belle lecture de Karen, peut-être. Je pense que oui, justement. Tu me voles mon idée. Je voulais... Non, mais on est sur la même longueur. Donc, C'est beau. je me disais que c'est un livre à lire pour l'entrée en carême. Ah ouais. C'est un livre à méditer, c'est un livre à prier. C'est beau, tu pleures, tu ris. À un moment donné, tu t'esclaves de rire. Il parle de sexe, de Dieu, de Sainte-Thérèse de Lisieux, de Chapelet. Mais t'as pas, Brigitte, as-tu lu ça à Jean? Oui, OK. puis Non, je mais c'est l'ai que lu. je le vois dans tes yeux. Là. Je Elle a l'ai lu ça, Ivre de l'esprit. Ah, c'est ça. Je l'ai lu en 3 jours. Je l'ai dévoré. Je suis En curieux 3 de jours. savoir si Édouard Chatoff, qui est quand même au fait là, de ce qui se passe dans le monde littéraire au Québec, est-ce que c'est un nom, André Pronovo, que tu avais déjà vu En passer? tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas rencontré, mais c'est très intéressant. Hein. Et c'est vrai qu'il y a toute une vision comment, sans insister sur le côté confessionnel, catholique, protestant ou d'autres, comment les grandes vérités de la foi s'expriment dans la littérature. Oui. Et il en parle souvent. Oui, et moi, je fais penser aussi comment l'ordinaire jusqu'au le plus douloureux, comme si aussi nous s'ouvre à extraordinaire le divin, qui nous aussi fait ranimer notre espérance. Et comment ce que nous avons vécu dans l'espérance ou dans la beauté peut aussi nous permettre de traverser même le plus douloureux.
sans négliger ni l'un ni l'autre, sans fuir ni l'un ni l'autre. Parce que le danger même pour les chrétiens, ou dire « Ah ouais, tout est beau, merveilleux ». Non, c'est Et pas ça voilà, du tout. c'est pas ça du tout. Non. Ou tout va à sa perte et c'est pas du tout non plus comment vivre cette transfiguration, la transformation. Lui, il est devenu ami avec la mère de la fille. Oui. Ben ouais, hein. Et il enquête avec elle. Et il dit que Sharon, c'est une martyre. Il est sûr qu'elle est sainte. Et il prie avec elle, pour elle. Il s'occupe de sa tombe, son petit coin dans Côte-des-Neiges, au cimetière. Et c'est ça, pour lui, c'est une sainte. C'est une sainte aussi, québécoise. et aussi, je pense, ce que tu viens de dire, Brigitte, ça nous ouvre au mystère du mal. Mais le mystère du mal qui ne paralyse pas, mais qui ouvre. Ce que j'entends dans ce livre, c'est que qu'est-ce que nous pouvons faire? Lui, il fait l'enquête et il prie cette jeune fille. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire face au mystère du mal et pas nous complaire avec le mystère du mal? Amen. Amen. Brigitte Bédard, tu nous parlais du livre Vision de Sharon. C'est publié chez Le Méac. Ça a été écrit l'automne dernier publié l'automne dernier par André Pronovo, un auteur à découvrir. Assurément, j'ai l'impression que tu vas nous en reparler. Assurément. Merci Brigitte. Toi-même, tu sors un livre dans quelques semaines chez Artege, chez Novalis aussi, ici au Québec. Même principe que le dernier. Hein, ça va s'intituler Je peux-tu le dire? Oui, oui. Je me suis laissé aimer. Oui. Et l'Esprit Saint m'a emporté. Alors. C'est le tome 2, c'est la suite du premier. Donc, après avoir rencontré Jésus, après que ta vie soit changée, après que tu as eu toutes les nananes du Seigneur. T'es arrivé. Le désert. Là, tu tombes dans le douloureux, le désert, la nuit de l'esprit et toute la patente. Et c'est ça genre qu'on retrouve. le mariage. Tiens. Alors, à suivre, c'est les aventures de Brigitte dans son plus récent épisode. Ça va être publié en mars chez Artege et Novalis. Je me suis laissé aimer. Merci, Brigitte, de nous avoir fait découvrir cet auteur, Avec André joie. Pronovo. Bye. Everybody needs this kind of love. Oh, let it taste and not to fall back onto some kind of evil. Love so light, I wouldn't notice. Love so light, I wouldn't believe it. And all this got me thinking, until all this fades out and time catches up to me and blurs up my mind and tires me out. I make the most of it all, I wouldn't have it any other way. No mask on, no cover, all clear like a clueless lover. Guess faking's absurd, wouldn't waste up my words just to cut through the hurt. Just to play the part in your Hollywood scripted picture. It's my life, and I'm going my way. It's my life, I'll do it my way. And all I'm trying to get
Toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Life as it comes du chanteur Geoffroy. Existe-t-il de bons mensonges, des menteries bénignes, des demi-vérités moralement acceptables? Le chroniqueur à On n'est pas du monde et l'auteur de Carnet de philo du magazine Le Verbe, Simon Lessard, est avec nous et s'est posé ce genre de questions-là. Hein? Exactement, Antoine. C'est ça. Tu sais, j'ai repensé à ça tantôt. Moi, je suis un converti. Je me suis converti autour de 21 ans à peu près. Mm-hmm. Une des plus grandes différences que j'ai remarquées, c'est qu'après ma conversion, j'ai arrêté de mentir. Je mentais tout le temps, mais toujours pour des très petites choses. Comme quoi? Ben, je sais pas. T'arrives d'où? T'as pas le goût de répondre. Tu dis à la bibliothèque plutôt que du restaurant, tu sais. Pour pas avoir à justifier ou pour pas blesser, pour pas déranger, pour éviter une conversation. Mais je mentais jamais pour des choses qui auraient un réel impact dans la vie des autres. Là. Mais aujourd'hui, comme chrétien, il ment plus, mais il navigue entre l'illusion de faire penser à l'autre des Ou choses. j'allais dire le contraire. Il nous dit tout le temps toute la vérité en pleine face. Ça peut être ça aussi. Ben, en tout cas, c'est un gros changement. Un gros changement, je pense, quand j'ai découvert le Christ, l'importance de notre rapport à la vérité. Écoute, je t'ai pas connu avant, mais je vais te croire. OK. Crois-moi sur parole. C'est ça. J'étais un gros menteur. Non, puis je trouve que c'est un sujet très important, le mensonge. J'ai vraiment l'impression qu'on vit de plus en plus dans une société où le mensonge est un problème systémique. J'ai moi-même vécu à Cuba, Antoine, quelques mois là, lors d'un échange. Dans un tout inclus. Pas tout à fait, dans un petit village. Société, Castro est encore vivant à l'époque, mais de toute façon, c'est le même régime un peu déguisé aujourd'hui, communiste. Et le mensonge là-bas à Cuba faisait partie de la vie quotidienne. C'est-à-dire que autant le gouvernement ment à travers le journal officiel et unique journal du Parti communiste, il n'y a que des bonnes nouvelles. Hein. C'est le seul journal que j'ai vu dans le monde qui avait juste des bonnes nouvelles. C'est un peu comme le Verbe, dans le fond, juste des bonnes nouvelles. Ouais. Tout le monde est toujours content, tout le monde trouve que c'est le meilleur pays du monde. Et puis, tout le monde finit par mentir aussi lié à leurs relations interpersonnelles. C'est pas juste le gouvernement qui ment. Les gens mentent, oui, pour sauver leur peau, pour éviter des conflits, mais finalement, ça s'instaure dans les relations sociales. Et moi, et c'est une des choses qui m'avait le plus frappé de vivre dans ce régime-là. Puis Édouard qui a vécu un régime similaire, mais quoique différent en Russie, j'imagine que le rapport au mensonge doit être spécial aussi là-bas. Mais si moi je dois parler quand même, je toujours retournerai la question pourquoi on est vrai ou pourquoi on est faux. Et très souvent, je pense, on devient faux, peu importe petit ou grand, pour l'impressionner l'autre ou pour éviter les problèmes, pour sortir du danger de vie. Et donc, dans la société communiste, ça se joue d'une certaine manière. Dans d'autres sociétés, même dans les sociétés occidentales, ça se joue d'une autre manière. C'est pour cela que ça ne m'étonne pas que tu dis « j'ai menté dans les petites choses, mais je ne mentais pas dans les grandes ». Bon, c'est très bien. Ou on veut dire toute la vérité, parce que la question, en fait, ce n'est pas seulement est-ce qu'on est vrai ou on est faux, mais si on est vrai ou on est faux, au nom de quoi et pourquoi? Mm-hmm. C'est-à-dire pas pourquoi comme les origines, mais pourquoi en vue de quoi? Je peux pas m'empêcher de penser aussi aux sociétés hyper capitalistes dans lesquelles on vit. Il y a un grand scandale, là, il y a quelques années, Volkswagen qui vendait des autos avec un système anti-pollution qui n'était pas du tout efficace, alors que tout le monde le savait dans l'usine ou presque, là, mais le consommateur pensait acheter un char vert. C'est pas propre aux sociétés communistes. Non, exactement. Et c'est ça. Et en y réfléchissant, je trouve que notre société... Ben, c'est la nature humaine. Ah, regarde l'autre anthropologue là, qui sort ses affaires. Non, mais c'est ça. Nous aussi, on est dans une société où le mensonge est systémique. C'est juste un petit peu plus caché, je dirais. De toute façon, c'est pas mal le propre du mensonge de se cacher. Fausses nouvelles, hyper trucage, deepfake. Je sais pas si vous avez vu ça, les genres de vidéos où en tout cas, on déforme la face des gens pour donner l'impression que c'est vraiment le premier ministre qui a dit quelque chose. Ah, non. Corruption politique, infidélité amoureuse, il y en a quand même pas mal aussi dans notre société. Il y a même fraude fiscale. Il y a des sites Internet qui favorisent ça. Sans parler des faux cils, des faux seins. Il y a beaucoup de faux, je trouve, qui s'installent dans notre vie quotidienne et je trouve qu'on banalise la fausseté. À mesure où toi, tu devenais de plus en plus vertueux et tu mentais de moins en moins, la société, elle, mentait de plus en plus. C'est ça le graphique qu'on peut voir. Ouais, en tout cas. Alors, je vais juste faire un gag. Non, mais peut-être qu'on est plus conscient. Quand on décide de vivre dans... Je suis tellement woke.
Et moi, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Éveillé, il est éveillé, il était conscient de... Bon, très bien. Ah, C'est une bonne les chose. hippies des années 2000. Ah oui, d'accord. Non, il sait, là, il fait le... C'est quoi le mensonge, Simon, là, si on revient à nos moutons? Là? Moi, j'aime bien l'étymologie, Antoine. En latin, c'est lié à mens, qui veut dire esprit. Ah, Bon, c'est difficile dans les étymologies d'avoir le mot juste. Là. Il y a toujours des écoles qui se font de la chicane là-dessus. Mais il y en a qui disent que ça veut dire contramenten, parler contre sa pensée. Hein? Dire l'inverse de ce qu'on pense. Ça, c'est une définition assez simple. En grec, c'est intéressant. Ça vient de pseudomai, le verbe. Hein? Pseudo, on a encore ça en français. Pseudonyme, par exemple. C'est l'idée de fausseté davantage en grec. Mais aussi psyché, c'est le souffle, c'est le vent. Et c'est un peu l'idée qu'un mensonge, c'est des paroles qu'on prononce de manière inconsistante. Hein? C'est dire du vent. Hein? C'est souffler du vent. Ça n'a pas de lien avec la réalité, avec la vérité. c'est malade parce que le père Chatov me donnait une définition grecque du mensonge un peu plus tôt en hors d'onde. Ouais. Plutôt de la vérité. Hein. Et ça a le lien parce que quand on pense dans le monde latin, être vrai, si je vous pose la question, quelle est la nappe de cette table? C'est noir. Et si vous dites le blanc, je vais vous dire allez faire un examen de de vue. Ou une thérapie. Tandis qu'en grec, la vérité, ça veut dire aletheia, ce que littéralement veut dire ce qui est inoubliable. Ce que résiste à l'épreuve du temps. Ce qui est vrai dans notre vie, c'est ce que résiste à l'épreuve du temps et dont on veut toujours se souvenir. Si le croyant ou nos croyants, nous voulons vraiment faire un exercice de dire c'est quoi... Jésus, c'est la vérité, c'est pas pour rien. Évidemment, Il dit, c'est je pour suis la cela qu'il est inoubliable. Ben oui, Il est voilà. inoubliable. Ben oui. Et donc, par contre, tout ce qu'on veut oublier, nous-mêmes, on veut que les autres oublient le plus rapidement possible. C'est ça qui est le mensonge, c'est ça qui est le souffle qui s'en va et qui ne reste pas. Et c'est peut-être là notre rapport. C'est quand je dis en vue de quoi, si vous dites à quelqu'un je t'aime, mais il faut être conséquent avec ce qui vient après. Parce que cette parole restera inoubliable. Si vous dites « je veux manger de la pizza », on vous sert de pizza tandis que vous êtes juste sorti de cette maison pour dire tout n'importe quoi, mais vous allez vous embêter pendant au moins 15 minutes ou 14 minutes ou 25 minutes que vous mangez ce pizza parce que ça ne vous dit rien. Et vous voulez oublier ce moment le plus rapidement possible. C'est passionnant parce que l'étymologie nous éclaire beaucoup, mais bon, Simon, t'es pas le premier philosophe à tête penchée sur la question, j'imagine. Déjà, chez les Grecs, on réfléchissait à ça. Ah oui. Je pointe Édouard, il n'est pas grec du tout, là, mais il citait les Grecs. Presque. Il y en a beaucoup, Antoine, évidemment. J'en choisis qu'un, Emmanuel Kant. Hein, il est très connu, entre autres, pour dire qu'il ne faut jamais, en aucun cas, mentir. C'est vrai, ça? Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Il y en a d'autres qui pensent pareil. Saint Thomas d'Aquin aussi, dans la tradition plus catholique. Saint-Augustin aussi. Mais disons, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans son ouvrage, que je vous invite pas à lire parce que c'est beaucoup trop long et compliqué pour rien, La métaphysique des mœurs, donc dans son ouvrage d'éthique et de morale, Kant fait remarquer, en fait, que le premier crime dans la Bible, là, c'est pas Adam qui le fait, c'est Satan. Absolument. C'est Satan. Et quel est le premier de tous les péchés? C'est pas un fratricide, c'est pas un meurtre. Le premier, c'est le mensonge de Satan qui ment à Adam et Ève, qui a dit « Oh, c'est pas vrai ce que Dieu vous a dit, faites-y pas confiance, moi je sais comment faire pour Mais être c'est heureux. » un de ses noms à Satan. Oui, et justement, il est Le nommé menteur. le père du mensonge. Et donc, chronologiquement, le mensonge est le premier de tous les péchés, généalogiquement aussi, parce que c'est à partir du mensonge qu'on engendre tous les autres péchés. Hein. C'est quand on se met à croire à un mensonge plutôt qu'à croire à la vérité qu'on perd la confiance et que finalement, on se met à agir un peu n'importe comment. Et dans ce sens-là, le mensonge, on peut dire aussi que c'est un péché diabolique. Hein? Diabola, j'aime bien le rappeler, hein? Ça veut dire qui divise, qui se met en travers, qui se sépare en deux. Et comment ça nous divise? Bien, ça nous divise d'abord nous-mêmes. Moi, entre ma pensée et mes paroles, je crée une division interne en moi-même. Je ne suis plus un. Je deviens un hypocrite, hein? Je suis un homme divisé. Et puis, ça divise la communauté dans laquelle cette parole mensongère est prononcée aussi parce que ça instaure une méfiance originelle, si je peux dire. À partir, vous le savez tous, dès qu'on s'est déjà fait mentir une fois par quelqu'un,
après, il y a toujours un petit doute qui demeure. C'est très, très, très long de rétablir la confiance. Oui, puis à l'origine de son péché de mensonge, il y a son péché d'orgueil qui l'a fait refuser Dieu, là, déjà. Exactement. Le péché d'orgueil, comme ça se passe plus dans l'invisible du cœur, c'est plus, on le voit moins. Mais de fait. Édouard? Mais moi, j'ai envie de renverser un peu cette logique. Il veut toujours renverser les affaires. Non, parce c'est un iconoclaste. Non, parce que c'est un peu embêtant. Hein. C'est que c'est pas le mensonge qui fait naître le soupçon. C'est le soupçon qui fait naître le mensonge. C'est parce qu'on nous manque la bienveillance vis-à-vis de l'autre, que même pour les petites affaires, on peut ne pas le dire, les choses qu'on verrait. Parce que dans le regard de l'autre, c'est pas dans le regard de l'autre, on va voir qui veut me détruire, qui n'est pas pour moi, mais contre moi. Dans la définition de Dieu, quand même, et ça vaut la peine de rappeler, dans cette période de Nouvelle Année, Dieu est avec nous. Dieu n'est pas contre nous. Et le problème, malheureusement, avec, par exemple, il faut tout dire comme clair, toujours sans aucune, je ne dirais pas mensonge, mais la question, sans aucune médiation. Merci Antoine. C'est que dans les problématiques de Kant, si vous êtes en Allemagne nazie, il y a un juif qui se cache dans votre maison, un officier nazi rentre dans votre maison et dit « Cachez-vous un juif », selon le Kant, vous devrez répondre oui. Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais tout mensonge non plus. On a toujours la possibilité de se taire. Hein, si tu me révèles un secret, je peux aussi ne pas le révéler. Ce n'est pas la même chose que mentir. Et on peut faire habilement diversion aussi. Ah non, mais c'est là le petit... Les jésuites ont développé l'idée de restriction mentale. La grande question... Je peux dire, pensez-vous vraiment que je cache des Juifs dans mon sous-sol? Franchement, je n'ai dit aucun mensonge. Non, et ça, le nazi va repartir. Non, ça c'est un peu... je pense que... Je pense vraiment qu'on a le temps de réfléchir. Comment je vais dire? Non, mais exactement. Je suis sûr que je vais me faire tuer. C'est pour ça qu'au début de la chronique, je disais qu'il a appris à manigancer. C'est encore plus diabolique. Non, la question, il faut se Rapidement, il nous reste une petite minute. Oui, il faut toujours poser peut-être la question, quand je dis, est-ce que le regard de l'autre me fait grandir et à partir de cela surgit la parole qui me fait grandir et fait grandir l'autre, et c'est là que l'orgueil, le mensonge vont disparaître. Évidemment, peut-être on ne va pas tout dire, mais aussi on choisira les mots qu'on peut dire, parce que l'autre aussi est bienveillant. Parce que, tel qu'on peut entendre, Simon, que tu dis qu'on peut tout dire, ça instaure une autre violence, la violence de transparence. Mais non, c'est pas ce que je dis tout. Je ne dis pas qu'il faut tout dire. Je dis qu'il ne faut pas mentir parce que ça instaure une méfiance et qu'une fois que la méfiance est installée, il n'y a plus de communion possible. Oui. Si Dieu peut des fois nous mentir pour notre bien, on ne le croira plus sur parole. Mais précisément... Si mon chum, ma blonde, mon mari, mes enfants me mentent, il n'y en a plus de famille, il n'y en a plus de couple, il n'y en a plus de communauté. On ne peut pas vérifier tout ce que les gens nous disent. On ne peut pas entrer dans leur cœur, dans leurs pensées. La société, la communion est basée sur cette confiance que l'on dit la vérité. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut vraiment jamais mentir. Et les situations extrêmes que tu décris, c'est pas ça qui est l'enjeu au quotidien. Ça arrive jamais. Moi, il n'y a jamais de nazi qui a cogné à ma porte. Ça arrive. Attends, mais ça arrive. Mais la question, on peut donner l'exemple actuel. C'est la confiance qui crée la vraie parole. C'est pas juste parce qu'on ne ment pas que la confiance va s'instaurer. On peut ne pas mentir et dénoncer les uns les autres, comme on le sait. Et dans l'État communiste, c'est ça aussi. Les gens ne mentaient pas dans certains cas. Ils disaient la vérité. Ils disaient la vérité. Celui-ci a fait ceci, celui a fait cela, et on dénonçait les gens. La vraie question, très souvent, ce n'est pas de dire vrai ou de dire faux. Mais est-ce que j'ai la confiance vis-à-vis de l'autre et l'autre la confiance en moi? C'est pour cela amour et vérité se rencontrent. Voilà, les deux doivent aller ensemble. Voilà, ça prend du discernement. Et sans très choc, la traduction... Une minute tantôt, ça fait bien plus qu'une minute. Ici, le temps est élastique. Hein, Édouard. C'est pas Édouard que tu dois remercier, là, Antoine. Édouard, je te remercie pour cette chronique sur la vérité. C'est un sujet super important. Absolument. Non, et d'ailleurs, il faudra remettre ça, les gars. Ben là, c'est ça, j'ai pas l'impression que tu es allé au bout de ton affaire. Là. Moi, je suis comme toi, j'excelle dans les préliminaires.
Ça va être coupé, ça aussi. Merci Simon, pour ce retour sur ta chronique. En fait, ceux qui veulent aller plus loin puis aller jusqu'au bout de ta pensée, on peut lire ton texte « La vérité si je mens » dans le magazine Le Verbe. Il est aussi en ligne au moment où on se parle. Merci Simon et merci à Édouard et Brigitte d'avoir contribué à cette discussion aussi. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, on parlait du film Aline avec Édouard Chatov, le livre Vision de Sharon, au pluriel Vision, d'André Pronovo, publié chez Le Méac, grâce à Brigitte Bédard qui l'a découvert. Et Simon nous parlait d'un de ses plus récents textes dans le magazine Le Verbe, La vérité si je mens. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Et merci à James Langlois à la technique, Marc-Antoine Baudette à la technique et aussi. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com/radio. On remercie également la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.